Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux, aussi passionnés. Merci à tous et toutes d'être venus. Oui, le problème qui me préoccupe en ce moment, c'est un grand effort pour transformer ce qu'on appelle maintenant la gouvernance, et vous allez voir pourquoi. C'est pas le gouvernement, c'est la gouvernance, de manière à ce que ce soit les très grandes entreprises qui sont de plus en plus actives dans nos affaires courantes et cherchent vraiment à diriger tous les domaines qui regardent les citoyens et qui, jusqu'à une date récente, regardaient non seulement les citoyens, mais les gouvernements, et exclusivement les gouvernements. Et maintenant, je constate que ça n'est plus le cas, et de toute une série d'exemples, je vais essayer de vous dire pourquoi. Je vais aussi utiliser le terme non pas multinational, mais transnational. D'une part, parce que c'est la terminologie des Nations Unies qui, depuis de très longues années, parle de ces grandes entreprises comme transnationales, avait à un moment donné, jusque dans les années 70, début 80, un centre des Nations Unies sur les entreprises transnationales, UNCTNC, à New York, que les Américains dont les Américains ont exigé la fermeture. Évidemment, ça allait peut-être sur un terrain qui ne leur plaisait pas beaucoup. Mais pourquoi transnational? Je crois que quand vous rentrez dans le détail et quand vous regardez la hiérarchie d'une immense entreprise, vous allez voir que plus vous montez vers les directions stratégiques, finance, communication, recherche et développement, etc., plus ces compagnies ont une nationalité. Il y a peut-être des exceptions, IBM est en quelque sorte une exception, mais pour la plupart, Nestlé est suisse, Renault est français, Google est américain, etc. C'est pas multinational, ça veut dire, OK, avoir des branches, des subsidiaires dans beaucoup de pays, OK, mais transnational, ça veut dire la même chose, seulement ça ne donne pas cette impression que c'est vraiment une entreprise globalisée quant à son personnel ou sa stratégie commerciale. Donc ça, c'est un point sur la terminologie que je voulais rendre clair au début. Et quand je dis que ces entreprises essaient de plus en plus de gouverner, mais qui sont, à mon avis, illégitimes, je voudrais commencer par une toute petite introduction sur ce qui fait la légitimité dans un leadership, dans un gouvernement ou une gouvernance, parce que si nous allons en parler beaucoup, d'illégitimité, il faudrait tout de même avoir une idée de ce contre quoi ça se définit. Et là, je dirais des choses qui vont vous paraître probablement tout à fait élémentaires et peut-être même sans intérêt, mais je crois que ce n'est pas inutile de les nommer. Ensuite, je vais vous présenter mon hypothèse, dont j'ai déjà dit 2 mots, et la plus grande partie de cette conférence sera consacrée à des exemples pour essayer de vous prouver que les entreprises prennent une place bien au-delà de ce qui devrait leur revenir. Alors, qu'est-ce qui fait que le pouvoir est légitime? Qu'est-ce qui fait que quand nous élisons un gouvernement, nous avons un certain nombre d'attentes que personne, je crois, aurait d'une entreprise? Vous les connaissez aussi bien que moi, ces attributs. Il faut évidemment tout de suite, on pense aux élections qui sont bien organisées et qui sont
des élections justes, sans corruption, sans bourrage des urnes, etc. Il faut ça. Il faut un gouvernement constitutionnel, il faut un gouvernement de droit, de l'égalité devant la loi pour tous, n'importe qui doit être jugé le plus haut comme le plus bas, de la même manière, une séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs, et puis des équilibres pour empêcher une seule partie du gouvernement exécutif, législatif ou judiciaire de devenir trop important et de pouvoir commander directement aux autres. Et là, c'est un débat continuel qui ne sera jamais terminé. En France, on a un gouvernement où l'exécutif est extrêmement fort, certains disent beaucoup trop, mais l'autre partie de la démocratie, ce sont les droits. Et ces droits viennent de la fin du XVIIIe siècle, des idées révolutionnaires en leur temps. C'est en France la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, vous connaissez la date, 89. Aux États-Unis, c'est le Bill of Rights, qui date de 2 ans plus tard, 1791, juste après la Constitution, et qui est composé des 10 premiers amendements à la Constitution des États-Unis, qui tient toujours, on n'a jamais eu un autre. Et ces droits, que ce soit d'opinion, d'expression, de religion, sont toujours en discussion aussi, toujours en expansion. Et c'est bien ainsi, parce qu'en 1789 ou 91, les femmes avaient à peine des droits. Ne parlons pas des minorités, ne parlons pas des Noirs aux États-Unis. Et aujourd'hui, un grand débat sur les minorités sexuelles ou encore religieux, musulmans. C'est bien que ces débats existent et c'est bien que le domaine des droits continue à être débattu et qui est en expansion. C'est ça le plus important. Mais tout cela est dérivé d'un mouvement qui commence, mettons, à la fin c'est difficile de donner une date, mais à la fin du XVIIe siècle, on peut dire précédé par la Renaissance, précédé par la Réforme, par l'imprimerie, très importante, pouvoir faire circuler des idées sous forme imprimée. Mais la plupart des gens datent cela des Lumières, de Enlightenment en anglais, et qui a été, à mon sens, l'un des les mouvements et des événements les plus importants dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est parce que je crois qu'il y a des forces qui veulent éteindre ces lumières qu'il est extraordinairement important de les protéger, de les renouveler, de comprendre que les lumières ont été gagnées de haute lutte, qu'elles sont toujours révolutionnaires, que le droit de religion est contesté dans de grandes parties du monde, que le droit des femmes, vous savez aussi bien que moi, sont contestés et que ce sera toujours une lutte acharnée pour les faire tenir et faire en sorte que ces droits s'étendent dans le temps et dans l'espace. Mais la preuve que la démocratie est, comme disait Churchill, le pire des systèmes, sauf tous les autres qui ont été essayés, est important, c'est que d'autres qui n'ont rien à voir avec des Occidentaux veulent la démocratie et sont prêts à lutter et à mourir
pour obtenir les mêmes valeurs que nous prenons comme ça, comme reçues très souvent, sans songer au fait que la démocratie, c'est pas quelque chose que l'on a et que l'on possède et que c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. On ne l'a pas, on l'a fait. Et pendant que j'y suis, dites-vous bien que j'ignore pas toutes les horreurs qui ont accompagné ces mouvements très positifs, n'est-ce pas? Nous avons connu l'esclavage, la liberté des femmes n'a pas été gagnée tout de suite, on le sait très bien, que nous avons été responsables des 2 plus grandes guerres de l'histoire, qu'il y a eu la Shoah, d'autres génocides, etc., etc. Mais ce n'est pas de cette tradition-là que je parlerai, c'est de la tradition la meilleure qui a fait que l'Occident, qu'on le veuille ou non, a été le berceau de ces idées, mais que maintenant, d'autres peuples dans d'autres parties du monde veulent partager. Et il y a eu des progrès. L'Amérique latine, il y a 30 ans, était un continent où il n'y avait, pour ainsi dire, que des dictateurs. C'est maintenant, c'est difficile, ça avance lentement, des à-coups, des reculs, etc. Mais tout le pourtour de la Méditerranée, les Turcs, les Brésiliens, de nouveau, il y a des mouvements qui se lèvent un peu partout. Et je crois que ça vaut la peine d'être défendu. Mais depuis une trentaine d'années, arrive sur la scène mondiale quelque chose qui n'était pas prévu et dont on n'a pas vu les prémices, et c'est l'arrivée d'une idéologie tout à fait en concurrence et en opposition aux Lumières, et qu'on peut appeler le néolibéralisme, qui est un vocable un peu compliqué, parce que le libéralisme, c'est en général une bonne chose, ça veut dire justement forme de gouvernement constitutionnel, avec beaucoup des attributs que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi une économie de marché. Bon, j'ai rien contre l'économie de marché, au contraire. Mais la liberté totale économique, je crois, n'est pas quelque chose de bien, parce que la liberté économique totale mange, dévore toutes les autres libertés petit à petit. Et c'est vers cela que nous allons, je crois. Alors, je vais faire, comme je viens de faire pour la démocratie, un petit précis des idées du néolibéralisme tel que je les vois. D'abord, d'où ça vient? Ça vient essentiellement des États-Unis. Ça commence dans les années 50, mais à la faveur de quelques immigrés aux États-Unis, comme Friedrich von Hayek, autrichien, qui quitte l'Autriche, qui va en Angleterre, qui quitte dans les années hitlériennes, qui va ensuite aux États-Unis et qui arrive à l'université de Chicago, où il enseigne pendant de longues années et où il forme ceux qui sont appelés par la suite les Chicago Boys. Les Chicago Boys, qui sont des économistes purs et durs, néolibéraux, qui mettent en place le régime économique au Chili après la victoire également organisée par les États-Unis de Pinochet au Chili, organisée par Henry Kissinger et d'autres, et qui ont toute une série d'idées qui sont nouvelles, idées économiques, mais aussi sociales, parce que l'économie et le social vont toujours ensemble, et qui est, à mon sens, une idéologie de l'égoïsme et de la cruauté, je n'hésite pas à dire, où les entreprises transnationales sont au centre. Ça vient d'une agression idéologique qui a été payée environ $1 milliard dans une vingtaine d'années par de grandes fondations américaines issues
de fortunes industrielles et qui ont été les instruments de sa transmission, de sa transfusion même dans la mentalité américaine. Ils ont changé le sens commun pour les Américains, pour mettre l'économie libre et la concurrence libre et non faussée en tête de toutes les valeurs. Et ça a été fait avec beaucoup d'intelligence. C'est ce que j'appelle ces gens-là les Gramsciens de droite. Gramsci, vous savez, Antonio Gramsci était un marxiste, il est mort dans les prisons de Mussolini, mais il avait dans ses cahiers défini un concept très important pour nous aujourd'hui qui s'appelle l'hégémonie culturelle. Et Gramsci avait compris que vous ne pouvez pas gouverner à travers la force uniquement. Ce n'est pas la répression, ce n'est pas le poing de fer, la force, les prisons, les goulags, etc., qui vous permettra de régner. Il faut entrer dans la tête des gens, il faut créer l'idéologie, vous allez pouvoir régner tranquillement quand vous serez dans la tête. Et cela, vous le faites à travers ce que Gramsci appelait la longue marche à travers les institutions. Et je pense que les gens de droite aux États-Unis, d'extrême droite même, avec quelques intellectuels comme Hayek, mais il y en a d'autres, l'un de ses élèves dont vous avez entendu parler, Milton Friedman, a été un apôtre tout à fait efficace de cette idéologie. Et la longue marche à travers les institutions consiste à aller là où les idées sont transmises, mais élaborées, discutées, raffinées et lancées sur le marché des idées à travers des publications, des départements universitaires, des médias, des stations de radio. Vous avez tout depuis l'élite, c'est-à-dire le journal le plus académique, le plus sélectif, jusqu'à la feuille sur le campus. Vous avez des gens qui sont des communicateurs remarquables, qui sont entraînés dans les techniques de la rhétorique et qui passent leur vie et qui sont bien payés pour cela, pour transmettre ces idées et rendre les choses naturelles. Le néolibéralisme doit être considéré comme le sens commun. Et je crois que nous en sommes là. On vous parle tous les jours de compétitivité. C'est une idée naturelle. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus compétents que moi, mais qui pourraient vous dire que les économistes ont au moins 4 définitions de compétitivité et que ça dépend tout à fait des circonstances et que ça ne devrait pas être le but social d'un pays. Il y a beaucoup d'autres valeurs véhiculées comme cela par l'austérité, par le régime qui nous gouverne maintenant, que ce soit en Europe ou même chez nous, avec un gouvernement censé être de gauche, où on pourrait vous prouver, et beaucoup de chercheurs l'ont fait, par A plus B, que c'est complètement faux. Les doctrines et les principales productions des économistes sur l'austérité ont été réfutées les unes après les autres. Ça n'est pas vrai, simplement. Même le FMI a eu à dire « nous avons été trop vite avec les mesures d'austérité ». L'austérité accroît le chômage à long terme, l'austérité accroît les inégalités, etc. Ça n'a pas d'importance parce que ce sont des études qui sont lues par une petite minorité, mais la plupart des gens disent « ben oui, il n'y a pas… Tina, comme Margaret Thatcher, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative.
Et la plupart des gens le croient. Mais on peut vous prouver qu'il y a beaucoup d'alternatives. Bon, mais c'est ça le néolibéralisme et c'est ça la victoire. C'est une victoire intellectuelle qui fait que la plupart des gens croient ce qui leur dit à la fois le journal, la télé le soir, le prof de leurs enfants s'ils étudient l'économie dans certaines écoles, etc., etc. Alors, l'introduction est beaucoup plus longue que je ne voulais, mais je trouve que c'est important de dire que sous ce régime, ce qui s'est passé en Europe, c'est depuis une trentaine d'années, ce que les économistes appellent le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur créée dans une économie au cours de l'année, il y a 30 ans, ou en tout cas vers le milieu des années 70, le partage était de 70% pour le travail, c'est-à-dire des gens qui gagnent leur vie au mois le mois avec des salaires, était la part pour les salariés, les travailleurs, était de 70%. Et le capital, c'est-à-dire les dividendes, les rentes, les revenus du capital, étaient de 30%. Maintenant, 30 ans après, plus, le partage est de 60%, maintenant 58% en France, pour le travail et 40 ou 42 pour le capital. Ceci n'est pas une mince victoire, parce que le PNB que l'on partage en Europe est de l'ordre de 13 trilliards d'euros, 13 suivi de 12 zéros. Alors si la part prise par le capital est de 10 points de PNB, ça veut dire qu'il y a 1,3 trilliard ou 1300 milliards d'euros, si vous préférez, qui ne vont pas dans la poche de ceux qui travaillent. Et comme les salariés sont des gens qui font tourner l'économie, parce que la plupart des gens, c'est la très grosse majorité, dépensent sinon tout leur salaire, mais une bonne partie de leur salaire dans la consommation, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui fait tourner une économie, c'est ça qui fait de l'emploi. Mais si ces revenus viennent au capital, celui qui est capitaliste, ou simplement les institutions, ils ont déjà à peu près ce qu'il leur faut. Ils consomment beaucoup moins. Et ça ne fait pas tourner l'économie. Très souvent, cet argent est investi dans des produits comme les produits financiers qui étaient à l'origine de la crise de 2007-2008 et qui n'ont aucune valeur ajoutée sociale pour l'économie, aucune. Ça sert peut-être à gagner sur le prix du marché, mais ça ne crée aucune valeur. Alors, pour le néolibéral, justement, qu'est-ce qui crée la richesse? Ben, c'est l'investisseur, c'est le patron dans une entreprise. Vous entendez ça tout le temps maintenant. Je suis payé, c'est vrai, je suis payé plusieurs millions par an, mais je les gagne parce que c'est moi qui crée la valeur. Le travail ne crée rien, la nature non plus, l'écologie ne crée aucune valeur, ni le travail, c'est l'investissement, c'est le capital qui crée la valeur. Ça, c'est l'idéologie. Alors, pour eux, le marché, c'est le roi, le marché est toujours sage, prend toujours de bonnes décisions, peut vous dire ce que veut le bon peuple, beaucoup mieux que le gouvernement ne le sait, parce que, à travers les achats, à travers la consommation, le consommateur vous dit ce qui est voulu par la société.
la privatisation est bien parce que les services publics sont toujours moins bien en termes d'efficacité, de qualité, de prix même, et de la disponibilité. Ça, c'est un article de foi. La dépense gouvernementale est à chasser. Donc, la campagne sur les impôts, maintenant, est explicable dans ces termes-là. L'impôt est mauvais parce que l'impôt sert à transférer très largement de la valeur de chez celui qui l'a créé, c'est-à-dire l'entrepreneur, c'est-à-dire le capital, le capitaliste, vers celui qui n'a rien créé du tout. C'est-à-dire qui a besoin d'allocations, c'est pas mon job si je suis entrepreneur, et pour les purs et durs néolibéraux, je ne dois rien, du tout. Hayek disait cela noir sur blanc. C'est pas juste de taxer les riches pour payer les études des enfants des pauvres. Très simple. Donc, la dépense gouvernementale est plutôt nocive. Et puis, je vais vous citer un Américain, et ça date d'un mois, un représentant républicain d'un État du Sud, discussion sur les bons alimentaires dont 58 millions d'Américains dépendent. Et on a fait des coupes sombres dans ce budget des bons alimentaires. Et en faisant son vote, ce monsieur a dit, et en anglais c'est beaucoup plus biblique comme sonorité, ceux qui refusent de travailler ne mangeront pas, sans s'interroger sur la capacité de trouver un emploi. Y a-t-il des emplois pour ceux qui dépendent, souvent des minorités, bien sûr, dans leur milieu, dans leur localité? Est-ce qu'ils peuvent trouver du travail? Enfin, sans examiner le contexte social le moins du monde. Alors, maintenant, je vais passer aux exemples pour essayer de vous montrer que les entreprises transnationales qui sont toutes converties à cette idéologie et pour qui le profit est évidemment l'unique indicateur du succès et la valeur pour les actionnaires a remplacé toute idée dans le genre Henry Ford, grand patron de l'automobile qui, dans les années avant-guerre et après, disait « Je paie mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter mes voitures ». Sentiment peut-être un peu cru, mais qui explique très bien quel était l'esprit à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges intercontinentaux et c'était l'économie américaine qu'on enrichissait en payant les ouvriers, en leur donnant des assurances et en leur donnant des pensions. Et cette révolution-là, c'était mon entreprise a une valeur pour la communauté. Je fais ça, évidemment, nous sommes tous solidaires ensemble. Je suis le patron, je vais le rester. Il n'est pas question d'être... Je suis paternaliste, tant pis pour vous. Mais c'était une toute autre entreprise. Maintenant, c'est la valeur pour les actionnaires, point à la ligne. Et ces grandes entreprises ont maintenant besoin de tailler les lois, d'organiser le gouvernement et la gouvernance pour satisfaire leurs besoins. Alors, on peut commencer au niveau le plus basique, qui est le niveau du lobby, tout simplement. Lobby, c'est un mot, lobby, ça veut dire antichambre, et ça vient du lobby de la Chambre des communes, il y a 2 ou 3 siècles, quand il y avait des gens qui attendaient dans cet espace que les députés passent, que les membres du Parlement passent, et puis qui voulaient
les prendre comme ça pour les convaincre de faire ou passer une enveloppe pour acheter un vote, mais c'est de là que vient le mot. Mais lobby, maintenant tout le monde le comprend, c'est cette capacité d'essayer de faire changer les votes de ceux qui nous gouvernent, de nos élus. Bon, très bien. Il y a des gens qui disent ça fait partie de la démocratie, je veux bien. Seulement, en démocratie, c'est un homme, une femme, un vote. Mais avec les lobbies, c'est beaucoup d'argent par ceux qui ont beaucoup d'argent et très peu de lobbies pour l'écologie, pour les gens ordinaires. En Europe, nous n'avons pas, comme il existe aux États-Unis, de registre où les lobbyistes sont obligés à déposer leur signature et à déclarer qui les paye et combien. Aux États-Unis, ça existe. En Europe, non. Nous avons un registre volontaire, ce qui est une blague. Il y a énormément de firmes qui ne déclarent pas, ou s'ils déclarent quelque chose dans ce registre, sous-estiment très largement, on l'a vu après dans certains cas, combien ils sont payés et pour défendre les intérêts de qui. Alors, certains parlementaires européens, à leur grand crédit, ont vu que cette situation, et qui sont inondés, n'est-ce pas, de demandes de lobbyistes à tout moment, que cette situation ne devait pas durer et qu'il fallait qu'il y ait un registre où on était obligé de dire honnêtement qui on était, qui payait et combien. Alors, le président du Parlement européen a nommé un président de comité, très bien, au milieu, enfin ça fait un peu plus d'1 an. Et étrangement, ce comité n'a fait aucun progrès. Mais ce qui est moins étrange quand on sait que le président de ce comité est un Allemand, comme le président du Parlement, du parti de droite, et qu'il est lui-même avocat, il fait partie d'une firme d'avocats, un cabinet d'avocats à Bruxelles, et que ce cabinet intervient et est lobbyiste lui-même. Donc ce n'est pas trop étrange que ce comité n'a pas fait de progrès. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris il y a 15 jours. Je ne sais pas où ça en est, mais les Verts ont écrit au président du Parlement pour dire « Nous pensons qu'on ne peut pas... » Il y a tout de même un petit conflit d'intérêts là, et d'ailleurs, on ne devrait pas être en même temps parlementaire et avoir des intérêts à côté qui affectent l'Europe. Enfin, tout ça me semble relativement facile à comprendre. Je ne sais pas ce qui va arriver à ce monsieur Rainer Wieland, mais il ne devrait pas être dans la place où il est. Bon, mais peu importe, ces lobbies-là, c'est classique, ça existe depuis des siècles, on les connaît, on sait à peu près comment ils fonctionnent et on sait qu'ils sont 15 000 au minimum à Bruxelles et qu'on va avoir à vivre avec ça, mais la lutte là, c'est d'essayer d'obtenir le registre. Au-delà de ces lobbies-là de base qui sont là pour une compagnie en général, parfois pour toute une fédération, mais il y a maintenant des lobbies qui se cachent derrière des noms qui sont innocents, comme fondation, conseil, centre, institut. Alors l'Institut pour le tabac, la fondation pour les biotechnologies qui s'occupent des OGM. N'écrivez pas ça parce que j'invente au fur et à mesure, je ne donne pas les... Mais il y en a pour les OGM, il y en a pour les
pour les produits alimentaires, genre pur sucre et pur gras, matière grasse, pour le tabac, pour l'alcool, pour les produits chimiques, pour les produits pharmaceutiques, où c'est toutes les boîtes, toutes les pharma, toutes les grandes boîtes de pharma qui contribuent à faire vivre ce centre. Alors, eux ont des techniques différentes. Ce n'est pas simplement aller prendre les parlementaires par les revers de la veste. C'est faire des arguments qui passent beaucoup plus la rampe avec la presse, avec les publics. Ce sont des agences miniatures de relations publiques, guidées d'ailleurs par des pros des relations publiques, pour promouvoir les intérêts de cette industrie en général, que ce soit des grands émetteurs de gaz à effet de serre ou que ce soit des gens qui produisent des OGM ou des boissons sucrées, ou choisissez, il y a un lobby pour eux. Et alors, les techniques, vous avez des scientifiques très apprivoisés, des gens qui se fichent pas mal de leur réputation et qui sont prêts à publier des études qui sont rarement dans des journaux les plus réputés, mais peu importe, c'est un scientifique, c'est un doctorat en chimie ou en biologie, etc., qui écrit et qui donne, par exemple, un éditorial qui peut être publié dans l'IB, Le Monde, etc., et qui défend un point de vue et qui le défend, mais qui ne dit pas par qui il est payé ou quels intérêts le soutient. Je ne peux pas prouver, et donc je ne vais pas dire que quelqu'un comme M. Allègre ait été rémunéré par ceux qui contribuent le plus à émettre des gaz à effet de serre, et je crois qu'il est assez discrédité maintenant dans la communauté scientifique parce que l'on sait qu'il a trituré les données de collègues, qu'il a fait des citations fausses, etc. Mais avec le grand public, quand vous avez d'un côté un charlatan et de l'autre des scientifiques qui sont toujours des gens un peu dubitatifs et qui disent « oui, évidemment, on ne sait pas tout » et qui suffit d'introduire le doute. Et c'est le charlatan qui est sûr de son fait qui gagne. Et si vous avez quelqu'un qui dit « mais bien sûr, on peut débattre, mais on est d'accord à 98% dans la communauté scientifique que tel ou tel phénomène existe, que le tabac est nocif et cause des maladies, que les boissons sucrées en grande quantité contribuent fortement à l'obésité, que les émissions de gaz à effet de serre créées par l'homme, etc., ont des impacts 1, 2, 3, 4. Mais leur job, ce n'est pas de réfuter tout ça, c'est d'introduire le doute. C'est de dire, mais ce n'est pas décidé, les scientifiques eux-mêmes débattent, on ne sait pas, il vaut mieux attendre, etc. Ça suffit. Et alors, une autre technique, c'est de créer des groupes dites citoyennes à la base. Ça, c'est vraiment le truc du Tea Party qui a réussi à merveille, parce que maintenant, ce n'est pas des choses créées et payées par les frères Koch, des frères qui sont milliardaires pétroliers, qui ont financé tout cela au début, parce que maintenant, il y a des gens vrais, des vrais gens, comme on dit, qui sont venus à ces groupes Tea Party aux États-Unis parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont complètement intoxiqués par l'idéologie. Et même ceux qui ont le plus besoin du gouvernement pour leur retraite ou pour leurs soins médicaux disent « je ne veux pas que le gouvernement entre dans mon existence, je ne veux pas qu'il me dirige ». Et puis bon, ce sont des groupes qui impriment des t-shirts qu'on pouvait voir à New York quand le maire Bloomberg, le précédent maire, voulait
limiter la taille des boissons sucrées vendues dans les drugstores et les restos. Et alors le t-shirt disait « J'ai choisi tout seul de boire ça ». Alors photo partout, j'ai mon verre, je n'ai pas besoin de l'État nanny, c'est-à-dire nourrice. Je n'ai pas besoin de l'État qui prenne mes décisions pour moi. Et j'ai lu quelque chose d'intéressant, c'est qu'en France, vous savez, surtout le débat sur le travail le dimanche, il y a eu la création immédiate aussi d'un groupe de base dont la personne, la dame qui portait la parole pour cela, est, paraît-il, une proche amie de M. Copé. Alors, je ne sais pas plus que ça, mais elle était « Nous voulons travailler le dimanche ». Bon, mais c'est efficace, ça. C'est une technique pour les lobbies. Souvent, ils utilisent la peur. Vous voulez faire ça, ok, mais ça va augmenter le prix, ça va causer du chômage. Enfin, on va faire une liste de tous les impacts nocifs. Et puis, au-delà de ce type d'institut, de centre, etc., je crois qu'il y a un domaine que j'ai à peine besoin de mettre en lumière, c'est le domaine que vous connaissez tous, c'est le triomphe des banques. Le triomphe des banques et des industries financières. Je dois dire que je n'ai pas cru que cette industrie de la finance puisse revenir aussi fort et même plus fort qu'avant la crise. Ça, je ne le croyais pas. Mais j'étais naïve. Ça m'arrive. Parce qu'il y a eu de très grandes victoires. La quantité de produits dérivés sur le marché est aujourd'hui d'un tiers plus élevée qu'avant la crise. La quantité des monnaies échangées, surtout par ces méthodes très rapides, en nanosecondes, qui s'appelle le flash trading, c'est 30% plus élevé qu'avant la crise. Les paradis fiscaux, il y a eu quelques petits progrès. On n'y est pas encore, mais au moins maintenant les gouvernements sont conscients du problème, mais nous n'avons pas du tout liquidé les paradis fiscaux où sont cachés apparemment 32, personne ne sait le chiffre, mais entre 20 et 32 trilliards, 32 000 milliards de dollars dans ces juridictions hors la loi et qui sont non seulement des juridictions d'argent, mais de silence aussi, qui ne déclarent rien. Et puis nous avons des banques qui sont en charge des affaires. Les gouvernements sont tous très proches des banques. Enfin, maintenant, on donne en boucle la promesse de François Hollande et on sait, mon ennemi, c'est la finance, etc. On le voit tout le temps, mais on sait qu'effectivement, sa promesse de séparer les banques en deux, c'était une blague que même Frédéric Oudéa, le PDG d'une des plus grosses banques, la Société Générale, a dit, un peu exaspéré parce qu'il était appelé à témoigner au Parlement, il a dit, mais enfin, faites-le, votre loi, ça va affecter 1% de nos affaires. Alors, il n'était pas très ennuyé de la chose. Et puis, oui, enfin, le nombre des gens extrêmement riches a augmenté dans des proportions considérables depuis avant la crise. Maintenant, ils étaient en 2009 8,6 millions de personnes. En 2012, ils étaient 12 millions, ça c'est pour le monde entier. Et en 2009, ils avaient 32 trilliards pour eux, et maintenant c'est 45. C'est pas mal dans des années de crise. Et Paul Krugman, prix Nobel d'économie, a fait récemment un papier où il explique qu'il y a eu de la croissance aux États-Unis. Où sont allés les fruits de cette croissance?
pour 95%, tous les gains sont allés au premier 1%. Et 60% de ces 95% sont allés à 0,01%. Une personne sur 1000. C'est là, c'est de la gravitation à l'envers. C'est vraiment... alors moi, je ne croyais pas à cela, mais je dois dire que enfin, on ne peut qu'admirer. Dans un certain sens, on ne peut qu'admirer. Parce qu'ils sont très, très bien organisés, parce que personne n'a osé faire des lois qui les gênent réellement, et personne n'a osé dire « taisez-vous, je vous coupe en deux, vous êtes beaucoup trop gros, si vous faites encore les mêmes bêtises, nous allons tous crever ». Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un article mathématique très intéressant. Rassurez-vous, je ne peux pas lire les équations, mais on n'a pas besoin de pouvoir lire les équations. C'est un article qui s'appelle en anglais le réseau du contrôle des corporations, c'est-à-dire des entreprises, le réseau global du contrôle par les entreprises. The Network of Global Corporate Control. Trois mathématiciens de Zurich qui ont fait une carte. Ils font des études de systèmes complexes. Ils prennent une base de données de 43 000 entreprises transnationales. Ils regardent, par des méthodes que je ne décris pas, quelles sont les connexions entre ces entreprises, en amont, en aval, qui possède qui a des relations avec qui. Ils font une carte qui est comme la carte du ciel des astronomes, où vous avez des planètes, vous savez, avec beaucoup de... des soleils, avec beaucoup de planètes qui tournent autour, quelques supernovae, puis quelques étoiles qui sont là sur la périphérie, qui ne comptent pas beaucoup. Ils font ça avec les boîtes. Et puis, ils réduisent leur échantillon pour dire il y a dans ce lot de 43 000, il y a 147 entreprises qui possèdent la richesse de 40% de l'ensemble de l'échantillon. Et puis, dans l'annexe, ils font une liste des 50 entreprises les plus connectées, interconnectées du monde. Et ils disent, et je vais citer... J'espère, si je trouve. Non, je ne trouve pas, peu importe. Ils disent que ces entreprises sont tellement bien connectées qu'ils se prêtent au risque d'ensemble, au risque systémique. Et que si, et là je cite, si l'économie va bien, ça n'a pas d'importance, ça a l'air robuste. Mais si l'économie va mal, s'il arrive quelque chose à l'une de ces 50 entreprises, elles sont tellement interconnectées que ça peut faire tomber les dominos de toutes. Et quand vous examinez la liste de ces 50 entreprises, 48 sont des banques, des grands fonds spéculatifs ou d'autres entreprises de services financiers. Il n'y en a que 2 dans l'économie réelle. Le grand chaîne Walmart et le groupe pétrolier chinois. Ceci me donne des sueurs froides. Parce que s'il arrive quelque chose à l'une, c'est vraiment tout le monde qui perd ses assurances, ses retraites, son compte en banque, etc. Et on a tout fait pour que les banques soient tellement puissantes qu'elles puissent faire à peu près ce qu'elles veulent. Et elles font vraiment ce qu'elles veulent et elles organisent aussi Alors, il faudrait que j'aille plus vite. Oui, j'avais envie aussi de parler
des agences de notation. Vous savez, la France vient encore d'être frappée de l'UCAS. Nous sommes double A maintenant. On était au début, on était triple A, puis on était AA+, et maintenant on est double A. Ça n'a pas l'air d'émouvoir les marchés, mais qu'est-ce que c'est que ces boîtes qui sont en mesure de dire mais vous êtes maintenant double A, hier vous étiez AA+. Ce sont des agences de notation qui sont des entreprises privées qui sont payées par les banques et d'autres pour noter les produits financiers qu'elles veulent mettre sur le marché. Alors, c'est le client qui paye l'agence, et naturellement, comme il n'y en a que 3, il y a une concurrence assez acharnée entre elles. 2 d'entre elles ont 40% du marché chaque. Fitch, qui a des accointances françaises, a 20% du marché. Mais il faut la note de 2 pour pouvoir mettre quelque chose sur le marché. Ça, c'est une loi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes une banque, vous voulez qu'on vous donne la triple A pour vendre votre produit financier sur le marché, vous allez choisir l'agence qui vous dit « Ah, mais moi, je vous donne un triple A ». Vous n'allez pas choisir celle qui vous dit « Ceci c'est un déchet, c'est très dangereux ». Non. Donc, il y a eu un conflit d'intérêts massif pendant la crise et tous les packages, tous les titres de subprimes ont été notés triple A. Ça ne vaut rien du tout aujourd'hui. Le fonds de pension CalPERS, qui a en charge les pensions de tous les employés publics de la Californie, a fait un procès à l'une de ces agences en disant « Nous avons perdu $1 milliard de contribution de nos membres et on veut vous faire cracher ce $1 milliard que ce n'est pas parce que nous avons acheté des produits qu'on n'aurait pas le droit d'acheter. Ils ne peuvent acheter que des produits AAA, les fonds de pension, comme ça. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont perdu $1 milliard. Jusqu'ici, les cours, ce n'est pas la Cour suprême, mais les cours inférieurs ont dit « Ces agences n'ont fait que fournir une opinion. Les opinions sont protégées par le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'opinion. » Alors, comme les entreprises sont des personnes ou équivalents à des personnes, vous n'avez rien à dire. Le procès continue. On verra bien. Mais là, c'est aussi un domaine où ce sont des entreprises privées qui font la loi. Il faudrait que j'aille un peu plus vite tout de même. Mais est-ce que vous êtes au courant que Google et Starbucks, par exemple, ont payé quelque chose comme 2% d'impôts sur leurs profits? Vous êtes au courant de ça? Bon, moi j'appelle ça des passagers clandestins. Ce sont des entreprises qui sont installées partout, qui ne paient pas la police ou les pompiers qui protègent leurs propriétés, qui ne contribuent pas au bien commun, qui ne peuvent pas être accusés apparemment avec les lois qui existent, de vivre au crochet des contribuables qui paient leurs impôts. Moi, j'appelle ça de la... je trouve ça criminel. Ils ont un personnel éduqué qui arrive en bonne santé par des routes qui sont entretenues, dans des bus ou des métros qui sont des services publics, etc. Ben non, ils ne contribuent pas. Et ça, on n'a pas du tout fermé les portes à ce genre de comportement qui est en général parfaitement légal
et qui est d'ailleurs conseillé par les 3 ou 4 très grandes firmes de comptabilité, ce qu'on appelle les Big Four, les 4 grands, Ernst & Young, Pricewaterhouse, Deloitte et une autre que j'ai oubliée. Alors, il y a tout cela. Et puis, il y a une autre chose qui maintenant nous tombe sur les épaules, qui est très grave. Et ça, je voudrais faire un petit sondage là. Est-ce que vous avez entendu parler de ce partenariat transatlantique du commerce et de l'investissement? Oui? C'est bien, mais ce n'est pas tout le monde. Non, mais c'est bien, parce que j'ai eu des occasions où on ne savait rien. C'est quelque chose qui est en préparation depuis presque 20 ans. En 1995 était fondé un dialogue transatlantique d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique, Transatlantic Business Dialogue, avec des entreprises d'un côté et de l'autre. De notre côté, la table ronde des industriels européennes et Business Europe, qui s'appelait autrefois UNICE, est présidée par M. Ernest-Antoine Sellière. Du côté américain, la Chambre de commerce et puis des organisations équivalentes, de très grandes entreprises qui, depuis 1995, se retrouvent et se séparent en petits comités pour parler de comment réguler leurs industries pour pouvoir faire une fusion. Eux sont très convaincus que c'est la bonne voie. Les citoyens, s'ils savaient, le sont moins, ou le seraient moins. Ce traité qui est en négociation maintenant s'appelle traité sur le commerce et l'investissement. Mais ce n'est pas du tout le principal. Le commerce c'est essentiellement jugé sur les tarifs. Il y a 2 milliards d'échanges côté américain et Europe tous les jours, 2 milliards, et presque tous les produits échangés le sont avec des tarifs douaniers insignifiants. La moyenne, c'est 3%. Sur les produits agricoles finis, c'est-à-dire transformés, c'est plus élevé. Sur les voitures, c'est plus élevé, mais ce sont les 2 seules industries qui se signalent. Tout le reste a été à travers de longues années de négociations. Vraiment, ce n'est pas un problème de commerce. Ce n'est pas vraiment un problème d'investissement non plus. Il y a 3 trilliards comme ça, de part et d'autre, des 2 côtés, et ça marche très bien. Et ils ont la liberté de faire à peu près ce qu'ils veulent. Enfin, il n'y a pas vraiment, on ne lit pas de grands litiges, État, entreprises. C'est pas ça le problème. Pour eux, le problème, c'est la régulation. Ils ne veulent pas, et parfois ils ont raison. C'est pas la peine de tester la même voiture pour les mêmes défauts des 2 côtés de l'Atlantique. Ça, je veux bien. On pourrait le faire d'un côté ou de l'autre, ok, ça suffit. Si on a confiance dans le système de l'autre, pourquoi pas? Mais là, ça va servir à baisser partout les protections du consommateur, de la santé publique et de beaucoup d'autres choses encore. Qu'est-ce qui anime ces boîtes? Du côté européen, je ne sais pas, parce que je crois qu'ils ont tout à perdre. Mais du côté américain, c'est clair. Les États-Unis ont beaucoup moins de régulation que le côté européen. Il y a 2 philosophies très différentes. D'un côté, les Européens, c'est plutôt, pas toujours, mais plutôt le principe de précaution. Si quelque chose peut être dangereux, bœuf aux hormones, poulet au chlore, OGM, il y a une marge de liberté pour pouvoir interdire. Aux États-Unis, la philosophie, c'est plutôt
on va laisser faire, et puis s'il y a des dommages, ensuite on va avoir des procès, des litiges, et on verra ce qui se fait. Alors là, ça va être la possibilité pour les banques, ah oui, parce que je ne vous ai pas dit l'essentiel, c'est que comment ça va être réglé, comment seront les lois qui gouvernent ce traité. Certains d'entre vous se souviennent de l'AMI, accord multilatéral sur l'investissement, que nous avons battu en 97-98 et on a gagné. Maintenant, c'est cela multiplié énormément. Le système de règlement des différends s'appelle investisseur à l'État. Si un investisseur estime que ses profits actuels ou même futurs peuvent être entamés par une mesure de cet État, ils peuvent porter plainte contre l'État et ça ne sera pas devant une juridiction française ou américaine, ça sera devant un tribunal d'arbitrage avec 3 arbitres privés qui viennent des très grands cabinets d'avocats. Ce sera avec des avocats pour la défense et pour l'État qui coûtent $1000 de l'heure. Et ça sera pour des compensations dont au moins un tiers atteignent maintenant plus de $100 millions. Le nombre de procès a explosé parce qu'on a déjà ce système dans des quantités de traités bilatéraux, traités d'investissement et de commerce bilatéraux. On vient encore d'avoir Canada-Europe, pardon. Et maintenant, il y a plus de 560 procès actifs. Au début, il y en avait une douzaine par an. L'année dernière, on a ajouté quelque chose comme 65 à la liste des procès. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Par exemple, en Australie, l'Australie et l'Uruguay ont décidé, pour protéger la santé de leur population, de vendre des cigarettes dans des paquets une couleur rébutante, avec de tout petits caractères. On ne met plus simplement « ça tue », on peut presque pas lire la marque. Et Philip Morris a tout de suite porté plainte et demande plus d'1 milliard à ces 2 pays. Oui, parce que il dit ça va entamer nos profits. C'est pas encore décidé, mais qui va gagner, c'est très important. Dans la plupart de ces cas qui ont été décidés jusqu'ici, c'est plus de la moitié qui ont été gagnés par les entreprises. L'État ne peut pas porter plainte devant ces mêmes juridictions, entre parenthèses, contre une entreprise. Mais l'entreprise a le droit de le faire. Et tout cela montre aussi un glissement parce que ce dialogue transatlantique a fait une mue et est devenu quelque chose d'officiel qui s'appelle maintenant le Conseil économique transatlantique. Et cette nouvelle institution s'appelle, lui-même, nous sommes je traduis, political body, nous sommes un corps politique, et le directeur annonce avec beaucoup de fierté, c'est la première fois que le secteur privé a eu un rôle pour déterminer la politique publique des États-Unis et de l'Europe. Et il en est très fier. Je crois que nous devrions nous méfier profondément. C'est un système qui peut diminuer la sécurité sur le plan alimentaire, le plan chimique, qui aura le dernier mot sur les transactions financières, peut dire
une taxe sur les transactions, ça va diminuer nos profits. Ils peuvent faire un procès, je ne dis pas qu'ils le feront, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent retirer leurs capitaux sans prévenir quand ils veulent. Ils pourraient dire les interdictions d'OGM dans certains pays, ça nous gêne, on a envie de vendre tel produit, on va le vendre. Et tout cela, c'est derrière des portes fermées. Nous n'avons pas les textes. Ce que je vous dis est fondé sur des fuites. C'est fondé sur le fait que le mandat qui a été donné par les gouvernements de l'Europe au commissaire de Gucht, qui est notre négociateur pour tous, a été fuité aussi. On voit, donc, parce que c'est la Commission européenne qui envoie un document à tous les gouvernements de l'Union européenne qui dit voilà le mandat que nous voudrions, nous, Commission européenne, voilà le mandat que nous voudrions. Voulez-vous nous retourner ce document de mandat signé? Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. Et ça a été fuité, je ne sais pas par qui, et je ne veux pas le savoir. Mais nous pouvons mettre 2 et 2 font 4, on arrive parfois à reconstituer exactement ce qu'ils essaient de faire. Et puis, pas plus tard qu'hier, j'ai appris quelque chose sur Davos. Vous connaissez tous Davos, le forum mondial économique, et qui, je ne le savais pas, et à ma honte, je l'apprends, ça existe depuis 4 ans, a réuni plus de 700 experts venant des entreprises, des universités et quelques personnes de la société civile très très restreint, et qui veut littéralement changer notre forme de gouvernement pour faire de tout gouvernement une sorte de partenariat public-privé. Je n'ai pas encore digéré, je suis complètement sidérée par ça, je n'ai pas encore le document, j'ai des documents sur le document, mais notre table ronde des industriels européennes est très impliquée là-dedans, et le World Economic Forum a les moyens, parce que payé par les entreprises, a des moyens pour mettre ensemble des comités dans tous les domaines. Il s'occupe maintenant des domaines aussi variés que la santé, que l'ingénierie, et veut identifier les grands problèmes qui doivent être pris en main par les gouvernements, mais ne le sont pas. Nous identifions, nous réunissons le groupe de travail qu'ils appellent multi-stakeholders, c'est-à-dire représentant tous les intérêts de la société, mais en fait, c'est l'entreprise qui est au centre, et surtout ceux qui sont attachés aux entreprises. Nous allons réunir le groupe, nous allons faire le diagnostic, et nous allons vous le présenter, et la dernière étape, c'est évidemment, nous allons le mettre en œuvre. Ça, ils n'ont pas complètement acquis encore. Mais voilà ce que dit un des membres de la table ronde des industriels, qui a fait un rapport, d'ailleurs j'ai lu ça seulement ce matin, et je ne sais pas avec qui il a fait un rapport, mais c'est un Français, et ça doit être ou Louis Gallois, ou Jean-Louis Beffa, je ne sais pas lequel. J'ai un souvenir comme ça, peut-être que l'un d'entre vous se rappelle des 2 auteurs d'un rapport franco-allemand sur la compétitivité, où le partenaire allemand était M. Gerhard Kromm. Ça vous dit quelque chose? C'était qui? Gallois. Ok, merci. Je pensais que c'était l'un des 2. Voilà ce que disait M. Kromm à une autre occasion. Je vous le cite. Il a argumenté en faveur de la privatisation de toutes les écoles. Il faudrait les assujettir aux forces du marché et ainsi encourager la concurrence. Les écoles vont mieux répondre aux clients qui paient, comme toute autre entreprise, comme tout autre business.
Voilà, alors faisons de toutes nos écoles des institutions privées. Les parents ont plus de choix, c'est évidemment beaucoup mieux. Vous pouvez payer, peut-être ce sera un peu plus que l'aurait payé l'éducation nationale, mais tant pis, vous êtes prêts à tous les sacrifices pour vos enfants, c'est bien connu, et vous allez choisir l'école qui répond le mieux à vos... Enfin, je veux dire, bon, dans cette idéologie, il n'y a absolument plus de barrières. On traverse les barrières allègrement entre gouvernement et entreprise. On le fait tous les jours. On infiltre les gouvernements, on utilise un langage commun, on a une idéologie commune, on a des ambitions communes et qui nous touchent tous. Alors, je ne sais pas comment combattre. Je vais certainement écrire quelque chose qui nous permet peut-être de mieux lutter ensemble contre ce genre de transformation. Mais ce que je peux dire d'un point de vue démocratique et qui est sûr et certain, on n'a pas besoin de longues études pour savoir cela, c'est que si le citoyen ne peut même pas identifier qui le gouverne parce qu'il n'est pas informé, parce qu'il faut être devant son ordinateur pour essayer de mettre tout ce porridge ensemble et faire quelque chose avec, si on ne peut pas comprendre quelle est la démarche des entreprises et comment toutes ces filières différentes sont en train de viser un même objectif. Et c'est évident que la démocratie a disparu parce que si on ne peut même pas voir à travers le brouillard, on est fichu. Et ce n'est pas seulement leur taille qui est immense, et leur richesse qui est immense aussi, mais c'est leur niveau d'organisation, leur capacité de s'unir pour un objectif commun, c'est leur capacité d'infiltrer les gouvernements qui va, et en plus ils sont en train de chercher une nouvelle légitimité et qui va nous toucher tous, qui va détruire le bien commun et qui va faire un État de, pour et par les transnationales et pas un État pour le bien commun et les peuples. Alors, je suis désolée d'être aussi négative, de vous présenter quelque chose qui est plutôt pas très optimiste, mais je ne suis pas capable de dire exactement comment nous allons pouvoir nous mettre en route contre tout cela. Mais je crois que la première arme, c'est tout de même l'information, et j'espère que je vous ai au moins aidé dans ce sens-là aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention.